Je voudrais tous vous remercier pour votre soutien. Je sais que certains d'entre vous sont là depuis le tout début de la chaîne, lorsque j'ai lancé ma première vidéo le 27 mai 2018. Merci tout spécialement à tous les membres de ma chaîne cités ici. Aujourd'hui, nous allons étudier 4 affaires largement tombées dans l'oubli. Alors installez-vous confortablement pour la première affaire, alors que nous partons aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Catherine Hambrick, mieux connue sous le nom de Kate, est née le 16 juillet 1856 dans le comté de Pickens, dans l'État de Géorgie. Ses parents avaient une ferme modeste mais prospère, ce qui assurait à la famille une vie confortable sans être riche. En grandissant dans la Géorgie rurale, elle a connu la vie à la ferme, aidant aux tâches quotidiennes et apprenant les valeurs du travail acharné et de l'autosuffisance. Bien que la situation financière relativement stable de son père ait apporté à Kate un sentiment de sécurité et quelques petits luxes, la famille connaissait parfois des difficultés financières. Elle a fréquenté l'école où elle a appris la lecture, l'écriture et l'arithmétique, matières jugées essentielles pour tous. Cependant, ses possibilités d'éducation étaient moindres que celles de ses frères, reflétant les normes sociales de l'époque. La ferme des Hambrick se trouvait à côté d'une ferme appartenant à Monsieur William Southern et à sa femme Elizabeth, un couple qui vivait modestement, mais qui travaillait dur pour essayer d'améliorer leur situation. En 1874, Madame Southern avait donné naissance à 11 enfants, 7 garçons et 4 filles, dont 10 ont survécu à la petite enfance. L'un d'eux, nommé Robert, affectueusement appelé Bob, est né le 1er juillet 1856 et était devenu un jeune homme fort et beau, très admiré par les jeunes filles de la région. Ce n'était pas seulement son apparence. Il était aussi très charmant et possédait une attitude amicale et captivante qui le rendait très apprécié de tous dans la communauté. Ayant seulement 2 semaines de plus que Kate et vivant dans une ferme voisine, Bob se retrouvait souvent en sa compagnie. Leur étroite amitié amenait souvent beaucoup de gens à remarquer qu'ils allèrent bien ensemble. Kate s'épanouit en une jeune femme charmante, à la silhouette élancée, aux yeux bruns et aux cheveux auburn. Cependant, Bob était souvent vu en compagnie d'une autre jeune femme nommée Narcissa Cowart. Elle était pleine de grâce et, contrairement à Kate, venait de l'une des familles les plus riches du comté de Pickens. Bien que, pendant longtemps, les habitants du coin aient cru que Bob épouserait Kate, Narcissa s'était récemment séparée de son mari et avait la réputation d'être une jeune femme à la fois manipulatrice et imprudente. Son comportement scandaleux et sa tendance à provoquer des ennuis poussaient à la communauté à spéculer sur la véritable nature de sa relation avec Bob. Ce doute prit finalement fin lorsque Bob demanda Kate en mariage et qu'elle accepta avec joie. Pendant les mois suivants, tout le comté de Pickens ne parlait que du mariage. Ce fut un événement grandiose et les 2 mariés semblaient très heureux. Après le mariage, ils ont emménagé ensemble et les gens disaient souvent qu'ils allaient bien ensemble. Cependant, peu de temps après, Bob a commencé à rentrer tard à la maison, sans donner aucune explication pour ses absences. Kate s'inquiétait et, quand elle interrogeait son mari sur ses déplacements, il répondait de façon évasive. Rapidement, des rumeurs ont circulé disant que Bob voyait encore Narcissa. Selon les rumeurs, ils avaient été vus en train de marcher ensemble dans les bois à plusieurs reprises depuis le mariage. Kate, déjà mal à l'aise, s'inquiétait maintenant de l'état de son mariage. Elle se demandait quoi faire et trouvait difficile d'ignorer les rumeurs et de maintenir sa confiance en son mari. Le bonheur qu'il partageait autrefois semblait maintenant éclipsé par la suspicion et l'incertitude. À Noël 1876, le père de Kate organisa une fête chez lui, invitant les habitants du comté de Pickens à célébrer les fêtes de fin d'année. Fidèle à la tradition locale d'une hospitalité généreuse, il invita Narcissa et ses parents, qui pensaient qu'ils allaient à la fête, afin que toutes les rumeurs concernant Narcissa et Bob puissent être dissipées et que Bob affiche publiquement son affection envers sa femme. Bien qu'une invitation ait été adressée à la famille de Narcissa, cela ne plaisait pas à Kate. Elle se sentait déjà humiliée et embarrassée par les rumeurs qui circulaient au sujet de la relation secrète de son mari avec une jeune femme qu'elle n'appréciait pas. Elle supplia Bob de ne pas l'embarrasser davantage lors de la fête et lui demanda de ne pas danser ni prêter attention à Narcissa, avec qui il avait déjà été vu à plusieurs reprises. Cependant, lorsque le jour de la fête arriva, ses efforts pour éviter une situation gênante furent ignorés. Au fil de la soirée, alors que la musique retentissait, les pires craintes de Kate se confirmèrent. Elle regarda avec consternation Bob conduire Narcissa au centre de la pièce et, devant tous les invités, ils commencèrent à danser.
Kate tenta rapidement de désamorcer la situation. Elle s'approcha d'eux et rappela doucement à son mari qu'il lui avait promis cette danse. Étrangement, Narcissa commença à se disputer avec Kate et lui dit que ce n'était qu'une danse et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter autant. En colère et frustrée, Kate alla s'asseoir sur le côté de la salle. Quand vint le moment de la danse suivante, Bob s'approcha de sa femme et lui demanda de le rejoindre. Elle secoua la tête, refusant son offre. Elle était très contrariée par ce qu'il avait fait et par les paroles dures de Narcissa qui résonnaient encore dans son esprit. Alors que le couple se regardait, apparemment incapable de régler leurs différends, Narcissa attrapa Bob par le bras et déclara qu'il pouvait danser avec elle à la place. Alors qu'elle l'entraînait, il jeta un regard en arrière vers Kate, son expression mêlant le regret et la confusion. À ce moment-là, Kate se sentait très humiliée. Alors qu'elle regardait son mari danser, son sentiment de trahison s'accentua. Elle resta silencieuse et son visage pâlit. Elle se sentait comme une étrangère dans une pièce pleine d'amis et de voisins. Elle se leva et s'approcha de son père. Elle lui demanda si elle pouvait emprunter son couteau de poche pour se couper les ongles. Monsieur Hamrick trouva cette demande étrange, mais lui donna le couteau. Mais ce qui s'est passé ensuite était choquant et imprévu. Kate ouvrit les lames et le dissimula discrètement dans sa robe. Lorsque la danse prit fin, Kate s'approcha de Narcissa et, la saisissant par le bras, elle dit calmement « Tu as assez dansé ». Avant de sortir le couteau et de le plonger dans sa poitrine, Narcissa chancela en arrière alors que le sang jaillissait de la blessure. Animée par la rage, Kate bondit alors en avant, attrapa Narcissa par les cheveux et lui trancha la gorge. Narcissa s'effondra au sol. Elle était morte. La pièce sombra dans le chaos. Des halètements et des cris emplirent l'air. Alors qu'une scène horrible se déroulait, l'un des invités, nommé Monsieur Houlet, regarda le corps sans vie de Narcissa sur le sol et cria « Qui est responsable de cela ?» La petite silhouette de Kate s'avança alors et déclara d'une voix ferme et sans remords « C'est moi qui l'ai fait et je ne le regrette pas. » Agissant rapidement, Monsieur Houlet se précipita vers la porte et la verrouilla. Il déclara alors que personne ne pouvait partir tant que l'affaire n'aurait pas été élucidée et que les coupables n'auraient pas été arrêtés. Bob Southern était resté silencieux et observait simplement la foule. Mais maintenant, avec une expression sombre, il dégaina son pistolet et prit les mains de Kate avant de crier d'un ton autoritaire « Messieurs, je quitte cette maison avec ma femme et j'ai l'intention de le faire avec ou sans votre permission. S'il le faut, je tirerai pour me frayer un passage. » Un silence stupéfait s'installa alors que les invités réalisèrent la gravité de ses paroles. Malgré la tension, personne n'essaya de les arrêter. Bob et Kate se frayèrent un chemin parmi les invités déconcertés et se dirigèrent vers la porte. Alors qu'ils sortirent dans la nuit, ils furent rejoints par le père de Bob, William, ainsi que par ses frères James et Miles. Ils s'enfuirent, laissant la confusion et l'agitation derrière eux. Ils se dirigèrent vers le nord, déterminés à repartir à zéro loin du comté de Pickens. Les autorités furent stupéfaites d'apprendre que les Southon avaient quitté la ville sans être poursuivis, et personne ne savait dans quelle direction ils étaient partis. Une équipe de recherche fut envoyée pour les retrouver, mais Bob et Kate, ainsi que le père de Bob et ses deux frères, restèrent introuvables. Une importante récompense pour leur arrestation fut offerte par la famille de la victime et le gouverneur de Géorgie. Cependant, malgré les généreuses récompenses, ils continuaient à échapper à la capture et, 1 an plus tard, ils n'avaient toujours pas été retrouvés. En février 1878, W.W. Finley, un détective privé et ancien shérif du comté de Pickens, reçut une information selon laquelle Bob et Kate Southern, ainsi que le père et les frères de Bob, avaient été aperçus dans la ville de Franklin, en Caroline du Nord. Il avait été rapporté que tous les 5 s'étaient renseignés sur la possibilité de s'installer dans une ferme des environs. Convaincu que les Southon se trouvaient bien à Franklin, Monsieur Finley rassembla 3 hommes et s'y rendit dans l'intention d'arrêter les fugitifs et de les ramener en Géorgie. Cependant, lorsqu'il arriva à la ferme où il pensait les trouver, on l'informa que les occupants étaient partis quelques jours plus tôt. Il mena d'autres recherches et découvrit que les Southon voyageaient en charrette à bœuf, un moyen de transport particulièrement lent, ce qui lui permettait, à lui et à son équipe, de les rattraper plus facilement. Quand ils trouvèrent les charrettes, Bob et Kate s'étaient déjà arrêtés pour camper la nuit. Ainsi, avec ses hommes stratégiquement positionnés autour de la charrette, Monsieur Finley s'approcha de Bob, se présenta et l'informa qu'il allait ramener lui et sa femme dans le comté de Pickens. Aucun coup de feu n'eut lieu et Bob acquiesça simplement. Mais Monsieur Finley fut quelque peu surpris en découvrant que Kate tenait un petit bébé. Il ne devait pas avoir plus de quelques mois.
Aucun des 5 n'a résisté à l'arrestation. En fait, il semblait y avoir une certaine résignation dans leur attitude, comme si la perspective de mettre enfin fin à leur vie de fugitifs leur apportait un certain soulagement. Lorsque la nouvelle de la capture parvint au comté de Pickens, les habitants se rassemblèrent dans une attente silencieuse. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Des fugitifs. Certains étaient encore horrifiés par la brutalité des actes de Kate. Cette nuit de décembre 1876, ils furent conduits à la prison locale et il fut convenu que Bob et Kate pourraient rester ensemble dans une cellule avec leur bébé. Le père de Bob et ses 2 frères furent relâchés, mais Bob fut retenu pour des délits mineurs. Pendant ce temps, Kate fut accusée de meurtre au premier degré et son procès fut fixé pour mai 1878. Le procès suscita beaucoup d'intérêt et les journaux remplissaient leurs pages de comptes rendus détaillés des audiences. La couverture médiatique permettait aux lecteurs de rester parfaitement informés grâce à des mises à jour complètes sur chaque aspect de l'affaire. Le flux constant d'informations maintenait le procès au centre de l'attention du public et mettait en lumière la complexité d'une affaire qui semblait avoir fasciné tout le monde en Géorgie. Kate avait plaidé non coupable et assistait aux audiences avec un bébé sur les genoux. Malgré ses dénégations, il ne serait pas difficile pour l'accusation de prouver sa culpabilité, car Kate avait commis le meurtre lors d'une fête de Noël devant de nombreux témoins. La défense a voulu montrer une âme tourmentée. Ils ont soutenu que le mari de Madame Southern avait eu une relation avec Mademoiselle Cowart avant d'épouser Kate et qu'il avait continué à entretenir une amitié inappropriée après le mariage. Cette relation qui se poursuivait, ont-ils affirmé, a rempli Kate de jalousie et de chagrin en raison des affronts et des insultes répétées qu'elle a endurées. Le jour du meurtre, ils ont affirmé que le comportement de M. Southern était épouvantable, car il a dansé avec Mademoiselle Cowart à la fête, infligeant à sa femme une grande souffrance mentale devant de nombreux habitants du comté de Pickens. Ils ont déclaré qu'elle avait été poussée au bord de la folie par la jalousie et le désespoir, et qu'elle avait agi dans un moment de rage incontrôlée, en soulignant qu'il n'y avait aucune préméditation, et que ces actes étaient l'explosion spontanée d'une femme dont le bonheur avait été systématiquement détruit par les intentions d'une autre femme de lui voler son mari. L'accusation s'est toutefois focalisée uniquement sur les faits de cette nuit-là. Ils ont présenté un récit factuel clair du meurtre, sans offrir d'opinion personnelle ni de conjecture. Cette approche a laissé peu de marge à la défense, sans témoins pour appuyer leurs arguments selon lesquels Kate était dans un état de trouble émotionnel important en raison des provocations présumées de son mari et de Mademoiselle Cowart. L'interprétation des événements ayant conduit à ce terrible crime par la défense semblait faible et non étayée. Le procès s'est terminé après la présentation des témoignages et des plaidoiries finales. Le jury s'est retiré et, après une longue délibération, a finalement rendu son verdict. Alors qu'ils revenaient et reprenaient leur place, la salle d'audience était bondée, chaque espace disponible étant occupé par des spectateurs anxieux. La galerie est tombée dans le silence et tout le monde semblait alterner son regard entre le jury et l'accusé. On demanda alors au président du jury de donner le verdict et, d'une voix calme et assurée, il déclara qu'il déclarait l'accusé, Madame Kate Southern, coupable.
Lorsque Kate entendit le verdict, son visage devint pâle et ses mains commencèrent à trembler. Ses yeux s'écarquillèrent également sous le choc et l'incrédulité. Des murmures et des chuchotements résonnèrent dans la galerie. Certaines personnes échangèrent des regards surpris, tandis que d'autres secouaient la tête d'étonnement. Quelques instants plus tard, le juge Lester demanda le silence et l'ordre revint dans la salle d'audience. Il se tourna ensuite vers Madame Southern et la condamna à mort. Elle serait pendue le 21 juin. Dès que Kate fut reconduite à la prison, la communauté commença à réfléchir aux conséquences du meurtre et du procès. Le fait qu'une femme ait été condamnée à la pendaison suscita une vive curiosité. Les gens se demandaient si son crime méritait vraiment une punition aussi sévère et beaucoup pensaient qu'elle devrait être graciée. Il devint évident qu'un mouvement grandissant pressait le gouverneur de commuer sa peine dans l'espoir d'une révision de son sort. Les journaux ont exprimé des doutes sur les raisons pour lesquelles elle risquait la potence, en comparant sa situation à celle d'innombrables femmes à travers le pays qui subissaient des mauvais traitements semblables de la part de leur mari. L'argument avancé était que la seule différence, c'est que Kate avait pris la justice entre ses propres mains pour se débarrasser de la séductrice de son mari. Alors que la plupart des femmes étaient contraintes de souffrir en silence, tous ceux qui avaient connu Kate disaient qu'elle était une bonne personne, dévouée à sa famille et active à l'église. Il a été révélé qu'elle était dans un état mental déséquilibré au moment du meurtre, un médecin ayant confirmé qu'elle avait en fait subi 3 crises d'épilepsie la veille de l'incident. De plus, il a été révélé que 2 jurés avaient exprimé leur soutien à son exécution avant même le début du procès. Le soutien à Kate Southern ne cessait de croître. L'indignation généralisée n'était pas seulement exprimée par les journaux, mais aussi par les prêtres et d'autres membres respectables de la communauté. Il a été rapporté que Mademoiselle Cowart était une femme dépravée de 25 ans, qui avait été mariée une fois, mais qui avait été séparée de son mari à cause de ses propres actions. Elle est devenue une paria dans son quartier et était connue pour son tempérament emporté, son caractère violent et sa langue calomnieuse. Elle avait même tenté d'empêcher Bob Southern d'épouser Kate en répandant des rumeurs scandaleuses à son sujet. La réaction du public a mis en évidence un profond mécontentement face à la sévérité de la peine de mort et a accru la pression sur le gouverneur Colquitt pour qu'il reconsidère son sort. Alors que les appels à la clémence augmentaient, le gouverneur subissait un examen accru et des sollicitations de la communauté et de personnalités influentes. Après une délibération attentive et réfléchie, il décida d'intervenir et annonça que Kate Southern échapperait à la peine de mort qui avait initialement été fixée au 21 juin. À la place, il a commué sa peine en 10 ans de prison. Cette décision a été considérée comme un compromis qui prenait en compte les préoccupations du public tout en la tenant responsable de ses actes. Kate a purgé une partie de sa peine en prison avant d'être libérée plus tôt et placée comme domestique dans une maison privée. Cela se faisait souvent dans les années 1880 pour réduire la surpopulation carcérale et favoriser la réinsertion. Cette pratique était influencée par l'accent mis à l'époque sur le travail pénitentiaire et la réforme morale, le service domestique étant considéré comme un moyen de réintégrer les femmes dans la société dans le cadre de placements surveillés. Lorsqu'elle a finalement été libérée, elle et Bob ont eu 5 autres enfants. Elle est décédée le 15 février 1927 à l'âge de 70 ans. Donc, deuxième cas, nous allons dans l'Australie du début du XXe siècle. Martha Randell était née le 10 août 1871 à Hope Valley, qui est aujourd'hui une banlieue de la ville d'Adélaïde en Australie méridionale. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse, mais elle est née dans une famille pauvre et a quitté la maison à l'âge de 16 ans. Elle aurait reçu une certaine éducation, car le pays a adopté une nouvelle loi sur l'éducation en 1875 qui rendait la scolarité obligatoire pour les enfants âgés de 7 à 13 ans. La vie était difficile pour de nombreuses familles pauvres en Australie à la fin du 19e siècle. Après des années de croissance économique, le pays a plongé dans une dépression économique dans les années 1890. Les investissements étrangers ont chuté et le chômage a considérablement augmenté. Des sociétés de secours ont été créées pour aider les familles pauvres. En 1893, la Banque commerciale d'Australie, l'une des plus grandes banques du pays, a suspendu ses activités, suivie par de nombreuses autres institutions financières. Pendant les années 1892 et 1893, le PIB a chuté de 17%. De nombreuses familles ont vécu dans de mauvaises conditions, et beaucoup d'hommes ont quitté leurs femmes et leurs enfants pour chercher du travail ailleurs dans le pays.
Pendant cette période, Martha vivait dans des conditions particulièrement difficiles. Elle travaillait comme domestique et avait déjà donné naissance à 3 enfants illégitimes. Elle n'était pas quelqu'un qui était accepté par sa communauté et beaucoup la considéraient comme une femme sans principe. L'un de ses voisins était un gentleman nommé Thomas Nichols Morris, un homme marié qui avait lui-même des enfants. Les gens ont remarqué que Thomas semblait accorder beaucoup d'attention à Martha, et bientôt des rumeurs se sont répandues dans le quartier selon lesquelles Monsieur Thomas Nichols Morris et Mademoiselle Martha Randall entretenaient une relation inappropriée. Martha avait toujours eu une réputation peu enviable, et la femme de Thomas, Sarah, suppliait son mari d'arrêter de couvrir la famille de honte et de scandale. Thomas, cependant, semblait incapable de se contrôler. Sa liaison avec Martha durait depuis un bon moment, mais il savait qu'il était devenu le sujet des commérages locaux, ce qui causait beaucoup de chagrin à sa femme. Finalement, en 1900, il accepta de quitter Adélaïde et de parcourir près de 2700 km pour commencer une nouvelle vie avec Sarah et les enfants à Perth. Perth était un endroit passionnant où vivre au début du XXe siècle. Ses rues étaient bordées de bâtiments richement décorés et de nouveaux quartiers résidentiels entourant la ville. Des grands magasins avaient ouvert et en septembre 1899, le premier service de tramway électrique avait commencé à fonctionner. La famille semblait heureuse, inconnue de tous. Ils pouvaient commencer leur vie dans l'anonymat total. Sarah espérait qu'ils pourraient laisser leur passé derrière eux. Thomas a trouvé du travail, les enfants sont allés à l'école et sa femme s'est fait de nouvelles amies. Elle n'était plus soumise au chuchotement de ses voisins lorsqu'ils passaient devant elle dans la rue. Mais sa satisfaction a cessé lorsqu'elle a appris que Martha avait abandonné ses enfants à Adélaïde et entrepris un long voyage vers l'ouest, jusqu'à Perth. Martha a trouvé un emploi comme domestique dans la maison d'une famille aisée, mais elle s'est rapidement remise à courtiser Thomas. D'une certaine manière, il était inévitable que leur relation reprenne. En avril 1906, ne supportant plus les infidélités de Thomas, Sarah s'est séparée de son mari. Le divorce, à l'époque, était rare et coûteux, et il était encore considéré comme quelque chose que les gens respectables ne devaient pas envisager. Thomas a obtenu la garde des 5 plus jeunes enfants du couple et s'est installé avec Martha. Ne voulant pas être reconnus, ils ont déménagé à l'est de la ville. Martha avait enfin ce qu'elle désirait. Bien qu'elle ne soit pas mariée à Thomas, elle serait désormais considérée comme l'épouse de monsieur Thomas Nichols Morris. Elle insistait pour que les enfants l'appellent « maman » et le couple se présentait comme une famille heureuse et respectable. La réalité de vivre dans des conditions très pauvres, d'élever 5 beaux enfants et d'avoir un mari seulement de nom qui travaillait de longues heures et était souvent absent de la ville, commença bientôt à avoir ses effets sur Martha. Elle avait peu d'amis et passait ses journées à faire le ménage et la cuisine. Elle sentait souvent les regards indiscrets des voisins sur elle et voulait maintenir l'apparence d'une famille heureuse et aimante. Elle souriait poliment aux personnes qu'elle croisait en allant faire des courses, mais ne voulait jamais se laisser entraîner dans des conversations. Elle savait que si le secret de sa véritable situation était révélé, cela serait considéré comme un scandale et elle redeviendrait le sujet de nombreux commérages dans le quartier. En 1907, il y a eu une épidémie de diphtérie à Perth. Une maladie causant convulsions, vomissements et diarrhée était souvent mortelle. Il était bien connu que la diphtérie avait causé la mort de l'une des propres filles de la reine Victoria, la princesse Alice, en 1878 et avait également emporté la jeune fille de la princesse Alice, Marie. Les hôpitaux de Perth étaient saturés et l'épidémie s'était vite propagée dans les quartiers pauvres et délabrés. Les 4 plus jeunes beaux enfants de Martha, Olive, Annie, George et Arthur étaient tous très malades de la diphtérie. Un médecin fut appelé, le docteur Cuthbert. Il a compris le problème dès son entrée dans la maison. Il passait ses journées à visiter les patients atteints de la maladie. Il prescrivait les médicaments habituels, toniques et une substance à appliquer au fond de la gorge avec un coton-tige. Les enfants n'aimaient pas ce traitement. Ils se plaignaient que cela leur causait beaucoup de douleur et qu'ils peinaient à parler. Martha passait ses journées à s'occuper d'eux. Il semblait qu'elle ne quittait jamais leur chevet. Mais le 28 juillet 1907, Annie est décédée. Le docteur Cuthbert a attribué sa mort à une faiblesse cardiaque. En août, le pire de la pandémie était passé et les enfants s'étaient quelque peu rétablis. Thomas pensait que c'était grâce aux soins de Martha.
Cependant, peu de temps après, Olive, George et Arthur se sont vus diagnostiquer la typhoïde. La typhoïde était bien connue des médecins de Perse. Dans les années 1890, elle s'était propagée dans les champs aurifères d'Australie occidentale. À l'époque, près de 2000 personnes en Australie occidentale étaient officiellement recensées comme étant mortes de la typhoïde, bien que l'on pensât que le nombre réel était bien plus élevé. Déjà affaiblie par sa lutte contre la diphtérie, la jeune Olive qui n'avait que 5 ans est décédée en octobre 1907. Même si Martha n'a jamais cherché à se lier d'amitié avec ses voisins, ceux-ci se sont mobilisés pour lui offrir leur aide. Dans cette petite communauté, chacun veillait sur les autres, surtout en des temps aussi malheureux. Cependant, le sort des beaux enfants de Martha n'était pas près de changer. En juin 1908, Arthur a commencé à souffrir de vomissements et de diarrhée. Martha lui tamponnait la gorge. Elle pensait que c'était un remède éprouvé et fiable, mais à chaque fois qu'elle le faisait, il se plaignait de se sentir plus mal. Néanmoins, elle a continué à le faire. Il est devenu évident que l'état d'Arthur ne s'améliorait pas. Le docteur Cuthbert a rendu visite à l'enfant et a fourni des médicaments pour aider à sa guérison, mais il ne semblait avoir aucun effet. En fait, son état a commencé à se détériorer, à tel point que le 6 octobre 1908, il est décédé. Le docteur Cuthbert, inquiet des circonstances étranges du décès d'Arthur Morris, a demandé l'autorisation d'effectuer une autopsie. Martha a accepté, mais seulement si elle pouvait être présente. Au bout d'un moment, elle a demandé si les médecins pouvaient s'arrêter. Rien de suspect n'avait été trouvé, alors le docteur Cuthbert a mis fin aux procédures. En avril 1909, George Morris a été signalé disparu. Les voisins se demandaient où il était, et lorsqu'ils ont interrogé Martha, elle a été très évasive dans ses réponses. Finalement, ils ont contacté la police. L'inspecteur Harriman a reçu pour instruction d'essayer de retrouver l'enfant, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il découvre que George Morris s'était enfui chez sa mère. L'inspecteur Mann et l'agent Lamond se sont rendus chez Sarah Morris et ont écouté George leur raconter son histoire. Un récit macabre sur la façon dont sa belle-mère avait tué son frère et ses sœurs en leur badigeonnant la gorge avec de l'esprit de sel, et qu'elle essayait de lui faire la même chose. La police a enquêté sur les déclarations du garçon et a interrogé les voisins de Martha. L'un d'eux leur a dit qu'il avait souvent entendu les enfants crier lorsque leur mère leur badigeonnait la gorge avec une sorte de médicament. Il a également dit qu'il l'avait vue rire alors qu'elle était assise dans son fauteuil à bascule. Il a dit au détective qu'elle semblait éprouver une sorte de plaisir à voir souffrir les enfants pendant qu'elle se balançait d'avant en arrière dans le fauteuil. Peu de preuves ont été trouvées contre Martha. Le témoignage d'un adolescent qui n'aimait pas sa belle-mère et celui d'un voisin disant qu'il l'avait vue donner des médicaments aux enfants et s'asseoir dans son fauteuil à bascule. Des enquêtes supplémentaires ont révélé que Martha avait effectivement acheté de grandes quantités d'acide chlorhydrique pendant la période de la maladie des enfants. Étrangement, cependant, elle n'en avait pas acheté depuis qu'Arthur était décédé le 6 octobre 1908. Le sergent détective Mann a reçu l'autorisation d'exhumer les corps d'Anne, Olive et Arthur Morris. L'autopsie a révélé qu'ils avaient souffert de brûlures à l'estomac, d'ulcération des intestins et d'hémorragie. Il y avait également des preuves que de l'acide chlorhydrique dilué avait été administré, car il a été retrouvé sur les tissus de la gorge des 3 enfants. À l'époque, l'acide chlorhydrique était souvent appelé esprit de sel. Cependant, il n'y avait aucune preuve scientifique permettant de montrer l'effet du badigeonnage de la gorge avec de l'esprit de sel. Les autorités ont donc décidé de mener des tests sur des lapins et des cochons d'Inde, dont les résultats ont montré que les animaux présentaient des symptômes très similaires à ceux observés lors des autopsies. Cela a été considéré comme une preuve suffisante pour inculper Martha Randall et son concubin Thomas Nichols Morris de meurtre. La maison des Morris a été ouverte et des objets vendus aux enchères pour tenter de réunir assez d'argent pour la défense. Cependant, seule une petite somme a été récoltée, car la propriété avait déjà été cambriolée et des gens étaient partis avec leurs propres souvenirs macabres. Le procès a attiré l'attention du public, mais la plupart des habitants de Perth considéraient déjà Martha comme coupable avant même que son affaire n'arrive au tribunal. Elle était présentée comme une personne de moralité douteuse, une femme sournoise et désagréable, non mariée, qui jouait la comédie pour tenter de dissimuler son comportement immoral. Le procès a commencé en septembre 1909.
Le portrait dressé par l'accusation de Martha était celui d'une marâtre cruelle qui avait assassiné ses beaux enfants afin de pouvoir rester seule avec leur père. Un homme qu'elle avait poursuivi sans relâche à travers l'Australie et qu'elle était déterminée à garder pour elle seule, peu importe ce qu'elle devait faire pour l'obtenir. Le dossier contre elle n'était pas solide, mais l'accusation savait que l'opinion publique lui était certainement très défavorable. Ils ont déclaré au tribunal que Martha ne s'intégrait jamais à la communauté, avait pris le mari d'une autre et forcé les enfants de celle-ci à l'appeler maman. Martha a plaidé non coupable. Elle a affirmé qu'elle n'avait fait que soigner les enfants pour la diphtérie puis la typhoïde. Bien que le docteur Cuthbert ait parfois rendu visite aux enfants, un médecin coûtait cher pour les pauvres, d'où la pratique courante des remèdes maison. Le docteur Cuthbert a cependant témoigné que chaque fois qu'il se rendait dans la modeste demeure que Martha partageait avec M. Thomas Nichols Morris et ses enfants, il l'avait toujours considérée comme une mère attentionnée et dévouée, qui prenait soin des enfants malgré le risque pour sa propre santé. Il semble étrange que Martha prenne autant soin de ses beaux enfants en sachant qu'ils souffraient d'une maladie qui était fatale pour tant de personnes à l'époque. Sûrement, si elle avait vraiment voulu leur mort, elle aurait laissé la nature suivre son cours et n'aurait pas essayé de les soigner pour les remettre sur pied. L'acide chlorhydrique était une substance très puissante qui pouvait provoquer la mort presque instantanément. Comment Marthe aurait-elle su quelle quantité administrer à chaque fois si elle essayait d'empoisonner lentement les enfants ? L'autopsie pratiquée sur Arthur Morris en 1908 n'a également rien fait pour aider la défense de Marthe. Son insistance pour que les médecins arrêtent la procédure avant la fin a été présentée devant les tribunaux comme si elle cachait quelque chose. Avec seulement une petite somme recueillie grâce à la vente des objets de sa maison, les avocats de Marthe n'ont pas pu mener une défense rigoureuse. Aucun témoin de moralité n'a été présenté pour les accusés et les avocats n'ont pas mené de contre-interrogatoire, poussé des témoins. Ils ont pu informer le tribunal que Thomas Nichols Morris passait beaucoup de temps à travailler loin de la maison et que c'était Marthe qui avait la principale responsabilité de s'occuper des enfants. Lorsque le procès s'est terminé, Thomas a été acquitté, mais Martha Randell a été reconnue coupable de meurtre. Le jury n'a fait aucune recommandation de clémence et le juge l'a condamnée à mort. Il y a eu les appels habituels. Certaines personnes pensaient que les preuves étaient bien trop faibles pour qu'elle reçoive la peine de mort, mais la majorité du public la croyait coupable du crime le plus terrible. Aucun appel n'a été accordé et la peine n'a pas été commuée. Le 6 octobre 1909, par une étrange coïncidence, exactement un an après la mort de son beau-fils Arthur, et seulement 20 jours après le verdict de culpabilité, Martha Randell a été pendue à la prison de Fremantle. On dit que Martha Randell hante toujours la prison sous la forme d'une apparition fantomatique de son visage qui apparaît à travers un vitrail. À ce jour, beaucoup croient encore que Martha était innocente des crimes pour lesquels elle a été pendue. Pour le troisième cas, nous allons dans l'Angleterre du 19e siècle. George Henry Lambson est né le 8 septembre 1852 dans un monde de privilèges et de grandes attentes. Son père, William Horne Lambson, était un ecclésiastique respecté qui officiait auprès d'une communauté américaine expatriée à Florence, en Italie. Sa mère, Julia Woodwood Schuller, était issue d'une lignée américaine distinguée. Son père, Robert Schuyler, avait été une figure éminente de la finance et des chemins de fer à New York, et son grand-père n'était autre que Philip Jeremiah Schuyler, frère d'Elizabeth Schuyler Hamilton et beau-frère d'Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Une telle lignée faisait naître de grands espoirs. Un professeur fit un jour remarquer que la famille Lambson vivrait longtemps dans la mémoire des hommes, et George avait un don pour les langues, maîtrisant le français et l'allemand avec aisance, et possédait une capacité presque magnétique à se faire des amis. Jeune, il était idéaliste et ambitieux. Il intégra le corps ambulancier français durant la guerre franco-prussienne. La guerre franco-prussienne, soignant les blessés lors du siège de Paris en 1871, son courage lui valut la Légion d'honneur. Plus tard, il travailla comme chirurgien bénévole en Roumanie et en Serbie, et se distingua à nouveau. Mais les horreurs de la médecine de guerre laissèrent une autre marque sur George, car il devint dépendant à la morphine, une addiction qui le hanterait pour le reste de sa vie. À son retour en Angleterre en 1878, George semblait prêt à mener une existence stable et respectable.
Il épousa Kate John, la fille d'une famille autrefois aisée. Elle était l'une des 5 enfants de la famille, 3 frères et une sœur, bien qu'au moment de son mariage, un de ses frères et ses 2 parents étaient déjà décédés. Le domaine familial était détenu en fiducie, la part de chaque enfant devenant accessible lors du mariage ou à l'âge adulte. Comme la loi l'exigeait à l'époque, c'était avant la loi sur la propriété des femmes mariées de 1882, l'héritage de Kate est passé directement sous le contrôle de son mari après leur mariage. Avec ces fonds, George entreprit de s'établir comme médecin à Bournemouth, une ville balnéaire à la mode et prospère. Pour un homme qui avait reçu des distinctions sur des champs de bataille étrangers et avait été décoré pour ses services en Roumanie, en Serbie et lors du siège de Paris, cela semblait être la suite logique d'une carrière prometteuse. Mais sous cette façade se cachait une réalité bien plus troublante. Ayant accès à l'héritage, George commença bientôt à dépenser excessivement. Il loua une belle propriété et investit dans son cabinet médical avant même d'avoir des patients. Dès le début, son cabinet connut des difficultés. Il eut du mal à se constituer une clientèle à Bournemouth, car bien qu'il fût qualifié, il était relativement inconnu, et avec des praticiens déjà établis, de nombreux habitants restaient réticents à le consulter. Mais cela n'empêcha pas George de vivre au-dessus de ses moyens. Il voulait se présenter comme un médecin de bonne société, respectable et couronné de succès, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Pire encore, il était dépendant à la morphine. Ce qui avait autrefois anesthésié la douleur physique et émotionnelle dans les hôpitaux de campagne était désormais devenu une dépendance quotidienne. Cela avait affecté à la fois son esprit et ses finances. Ses dettes augmentant, ses créanciers devenaient plus impatients. Les chèques étaient refusés. La banque a fermé ses portes et l'argent de sa femme, ce qu'il en restait, disparaissait rapidement. Puis, en 1879, le frère de Kate, Herbert John, est mort subitement, célibataire, sans enfants ni parents survivants. Sa part de l'héritage a été partagée entre les frères et sœurs restants, c'est-à-dire Kate, sa sœur, Madame Chapman, et le frère cadet de Kate, Percy. Mais ce que cela signifiait pour George, c'est que sa situation financière très précaire serait, du moins pour un temps, soulagée. Cependant, ce n'était qu'un court répit. Au début de 1881, il se retrouvait de nouveau dans une situation financière désespérée. Il avait eu des ennuis avec la société médicale locale, après qu'on ait découvert qu'il avait faussement revendiqué des diplômes universitaires auxquels il n'avait aucun droit. Des huissiers étaient descendus chez lui, saisissant ce qu'il restait de valeur. Des assignations judiciaires le suivaient d'adresse en adresse. N'étant plus un médecin respecté, il était devenu un homme au bord de la ruine, bien qu'en apparence, il s'accrochait encore à une certaine respectabilité professionnelle. Ce printemps-là, il traversa l'Atlantique sous prétexte de chercher des opportunités en Amérique. En réalité, il fuyait l'effondrement de ses finances. Il était désormais un homme de plus en plus désespéré chaque jour et il ne réussit à payer sa traversée qu'en acceptant un emploi temporaire comme chirurgien de bord. Il empruntait de petites sommes à ses connaissances, mais toujours en donnant de fausses garanties qu'il n'était pas en mesure d'honorer. Lorsqu'il revint à Londres, à l'automne 1881, il ne restait presque plus rien de l'homme qu'il avait été autrefois. Le chirurgien de guerre décoré et le jeune médecin ambitieux avaient disparu. À sa place se tenait quelqu'un de maigre, anxieux, accablé de dettes croissantes et poussé par la dépendance. George avait aussi le sentiment insidieux que le temps et la chance étaient en train de lui échapper. La femme de Georgie avait un frère nommé Percy Malcolm John qui approchait de son 19e anniversaire. Il vivait dans une école à Wimbledon placée sous la tutelle de la chancellerie, sous la supervision du directeur, Monsieur Bedbrook. Percy n'était pas ordinaire. Une maladie contractée enfant avait courbé sa colonne et l'avait paralysé à partir de la taille. Il avait besoin d'aide permanente et se déplaçait en fauteuil roulant dans les couloirs de l'école. Malgré cela, il était joyeux, intelligent et désireux de participer à la vie scolaire. Percy était aussi un héritier. Le domaine de la famille John avait été divisé, donc chaque enfant recevrait sa part en atteignant l'âge adulte ou en se mariant. Percy, célibataire et encore mineur, était le dernier bénéficiaire de la fiducie. S'il mourait avant le 18 décembre 1881, sa part de 3000 livres reviendrait à ses 2 sœurs, dont l'une était l'épouse de George. Épouse. Le 24 novembre 1881, le comportement de George sembla prendre une tournure plus sombre. Il mit en gage sa montre et ses instruments médicaux pour seulement 5 livres, et le lendemain, il tenta d'encaisser un chèque falsifié à l'American Exchange dans le Strand.
Il emprunta également 20 livres à un homme qui vivait sur l'île de White, bien que les conditions de ce prêt aient été assez douteuses. Dans les jours suivants, il écrivit 2 lettres, dont une à un ami, expliquant qu'une erreur bancaire avait empêché l'encaissement d'un chèque envoyé. La seconde était adressée au frère de sa femme, Percy. George écrivit seulement quelques lignes à Percy qui disait « Je pars pour Florence demain, en m'arrêtant quelques jours à Paris, donc je compte passer te voir quelques minutes avant de partir. Crois-moi mon cher, ton frère affectueux, GHL. » George arriva à l'école le 3 décembre 1881 avec un gâteau et une boîte de capsules. Il était habillé proprement mais sans excès. Ses vêtements étaient présentables, bien que plutôt quelconques. Son apparence, cependant, laissait transparaître de la fatigue. Son visage était pâle et ses yeux semblaient fatigués, alourdis par les soucis auxquels il avait dû faire face. En entrant dans le bureau où se trouvait M. Percy John, le garçon le salua chaleureusement. George, essayant de masquer sa lassitude, fit remarquer à quel point Percy avait bonne mine, ce à quoi le jeune homme répondit « Je voudrais en dire autant de toi ». M. Bedbrook, le directeur, était également présent, et il proposa à George un verre de xérès, que ce dernier accepta à condition qu'il soit sucré avec du sucre. Un bol de sucre en poudre fut apporté, et George en mit joyeusement dans son verre. Il sortit alors son gâteau de Dundee, qu'il avait de façon assez étrange déjà découpé en tranches. Il tendit des morceaux à Percy et à M. Bedbrook, et les 3 hommes commencèrent à le manger. Quelques instants plus tard, il sortit une capsule de son petit sac noir et dit au directeur qu'il les avait rapportés d'Amérique et qu'il les trouverait utiles pour donner des médicaments aux garçons. Il semblait assez excité et après avoir rempli une capsule avec ce qui ressemblait à du sucre, il la tendit à Percy et dit « Tu es un champion pour avaler des pilules. Montre à M. Bedbrook comme c'est facile. » Percy sourit et avala le contenu de la capsule. George échangea ensuite encore quelques politesses avant de s'excuser, annonçant qu'il devait prendre un train pour la côte car il se rendait à Paris. Alors que M. Bedbrook le raccompagnait, George se tourna vers lui et dit « Je ne pense pas que Percy tiendra encore longtemps. » Une remarque que M. Bedbrook trouva assez troublante et étrangement déplacée, surtout compte tenu de l'état généralement stable de Percy. Peu après, Percy se plaignit de brûlures d'estomac, puis de nausées et de fortes douleurs. Haletant, il murmura qu'il se sentait comme après que son beau-frère lui avait donné une pilule lorsqu'ils étaient partis en vacances à Shanklin. La surveillante, une femme nommée Madame Godward, s'occupa de lui, mais le jeune homme n'allait pas mieux. Devenu très inquiet, M. Bedbrook fit venir le docteur Little pour l'aider, mais malgré ses efforts, il n'y avait pas grand-chose à faire. Les muscles de Percy se contractèrent de façon incontrôlable et sa respiration commença à faiblir. À 23h, le même soir, samedi 3 décembre 1881, Percy Malcolm John, âgé de 19 ans, est décédé. Le directeur avait été témoin d'une scène tragique et ne pouvait maintenant que rester debout dans un silence stupéfait. Avant la visite de M. George Lamson, Percy n'avait montré aucun signe de maladie. Quelques heures plus tôt, le jeune homme semblait parfaitement bien. La soudaineté de la situation avait choqué M. Bedbrook et les autres, qui peinaient à comprendre ce brusque tournant des événements. Le soupçon que Percy avait peut-être été empoisonné s'est rapidement imposé, ce qui a poussé les personnes présentes à recueillir soigneusement son vomi pour analyse. Ils espéraient que cela aiderait à découvrir la cause de sa maladie soudaine et grave. La police a été appelée et le dimanche 4 décembre, l'inspecteur Fuller est arrivé pour examiner les lieux. Au cours de sa fouille, il a découvert une boîte contenant des capsules et 5 petits comprimés blancs. Il a soigneusement mis ces objets en sûreté, ainsi que des fruits confits, des morceaux de gâteau, du sucre et plusieurs poudres blanches qui ont été trouvées parmi les effets personnels du défunt. Une autre boîte a attiré son attention. Elle portait l'étiquette « Quinine » et à l'intérieur, il a compté 20 sachets non ouverts. En poursuivant, l'inspecteur Fuller tomba sur un gâteau Dundee à moitié mangé, 2 comprimés supplémentaires enveloppés dans du papier d'aluminium et une carafe de xérès. Tous ces objets furent rassemblés et remis plus tard au surintendant Digby, qui ordonna à un agent de les apporter à Scotland Yard. Là-bas, le chef surintendant Williamson transmit les pièces à conviction à 2 toxicologues, le docteur Dupré et le docteur Stevenson. Le contenu, incluant nourriture, poudre et vomissements, a été entièrement analysé pour détecter un poison. Le mardi 6 décembre, le docteur Berry, le docteur Bond et le docteur Little ont pratiqué une autopsie sur Percy Malcolm John. Hormis la paralysie de ses jambes causée par une courbure de la colonne vertébrale, Percy avait été un jeune homme bien développé et musclé. Son cerveau présentait une légère congestion.
et ses pupilles étaient dilatées. Ses poumons étaient globalement sains mais congestionnés en bas, avec d'anciennes adhérences à l'apex du poumon droit. Le cœur, bien que sain, était presque entièrement vide et flasque. Le foie, les reins et la rate étaient tout intensément congestionnés, tandis que la muqueuse de l'estomac était enflammée. Notamment, plusieurs petites taches jaune-gris ont été découvertes près de la partie la plus large de l'estomac, signe compatible avec une irritation récente, et certaines parties de l'intestin grêle étaient également affectées. Des échantillons du contenu de l'estomac, des organes et des fluides corporels ont été prélevés et remis au docteur Bon. De l'avis du docteur, il n'y avait aucun signe de maladie naturelle suffisant pour expliquer la mort de Percy. Sur la base de tous les résultats, il a été conclu que son décès était très probablement causé par un poison végétal irritant, en particulier un poison compatible avec l'aconite, un alcaloïde puissant et rarement utilisé. À ce stade, la nouvelle de la mort soudaine et inexpliquée de M. Percy John avait déjà paru dans les journaux. Les articles expliquaient qu'un jeune homme apparemment en bonne santé était mort en quelques heures après être tombé malade, peu après la visite d'un parent. Monsieur George Lamson, alors à Paris, a appris la nouvelle du décès dans la presse. En apprenant les incidents et l'enquête policière qui avait suivi, il prit rapidement la décision de rentrer à Londres sans délai. Le 8 décembre, il se présenta à Scotland Yard et, avec un calme mesuré, il annonça « Je suis le docteur Lamson. J'ai lu le récit dans les journaux à Paris et je suis venu ce matin. Je suis très souffrant et bouleversé par cette affaire. » Il proposa de laisser son adresse, pensant peut-être que sa venue de son plein gré et son apparente franchise suffiraient à détourner tout soupçon. Cependant, les agents de Scotland Yard ne furent pas influencés par son attitude calme ni par ses affirmations selon lesquelles il était bouleversé. Ils avaient déjà reconstitué un tableau troublant des événements menant à la mort du jeune homme, et la soudaine réapparition du docteur Lamson a accentué leurs inquiétudes. Les agents l'ont arrêté et il a été officiellement inculpé de meurtre. La presse avait suivi l'affaire avec fascination dès le début. La mort soudaine d'un jeune homme charmant, la suggestion d'un empoisonnement et l'implication d'un médecin à l'élocution soignée ayant des liens transatlantiques donnaient à l'histoire tous les aspects d'une tragédie sensationnelle. Les journaux de toute la Grande-Bretagne et même de l'étranger rapportaient chaque nouveau développement, alimentant l'intérêt et les spéculations du public. Le procès de George Henry Lamson débuta finalement à l'Old Bailey le 8 mars 1882 et fut présidé par le juge Hawkins. L'accusation a exposé les preuves, suggérant que M. Lamson était motivé par la cupidité et la perspective d'un héritage supplémentaire. Il a été dit que l'accusé avait empoisonné un gâteau de Dundee avec de l'aconite, un poison puissant et mortel qu'il avait découvert lors de ses études de médecine à l'université d'Édimbourg. L'accusation a affirmé que le sujet avait été abordé par le professeur éminent, Robert Christiansen, et qu'à l'époque, le professeur avait indiqué que l'aconite était pratiquement impossible à détecter, ce qui en faisait un poison très intéressant pour toute personne ayant de mauvaises intentions. L'accusation a déclaré devant les tribunaux que, depuis les années d'études du Dr Lamson, la science médico-légale avait considérablement progressé, si bien que ce qui serait autrefois passé inaperçu pouvait désormais être découvert grâce à des méthodes médico-légales plus avancées. De nombreux témoins ont été appelés au cours de la procédure, dressant le portrait de l'accusé comme un homme dont la situation financière s'était progressivement détériorée et qui était devenu de plus en plus désespéré. Des médecins, des chimistes, des banquiers et des connaissances ont tous témoigné, dressant un compte-rendu détaillé de la conduite récente de M. Lamson, de son caractère et de ses intentions possibles. Des experts en toxicologie ont expliqué comment le poison avait agi sur le corps, tandis que d'autres ont décrit les symptômes observés dans les dernières heures de la vie de M. Percy John. Ensemble, ces témoignages ont permis d'établir le mobile, les moyens et l'opportunité. Un témoin clé était M. William Ralph Dodd, un assistant chez Allen & Hanbury's dans Lombard Street à Londres. M. Dodd a raconté que vers le 24 novembre, M. Lamson était entré dans la boutique et avait demandé 2 grains d'aconite. Il a précisé que le monsieur avait écrit son nom, J. H. Lamson, docteur en médecine, Bournemouth, Hampshire. M. Dodd a ajouté qu'il avait vérifié cela en consultant l'annuaire médical. Il a poursuivi en disant qu'il avait suivi la procédure standard et avait demandé à son collègue, M. Betts, de l'aider à peser le poison. M. Dodd a également déclaré que M. Lamson avait demandé que l'aconite soit emballé et clairement étiqueté comme un poison, avec le nom du pharmacien inclus.
Il a poursuivi en disant qu'après avoir lu le rapport dans l'Evening Echo le 5 décembre concernant la mort de M. Percy John, il s'est souvenu avoir vendu le poison. L'avocat de la défense a demandé pourquoi la vente n'avait pas été inscrite au registre des poisons. M. Dodd a répondu que ce n'était pas nécessaire pour une vente à un professionnel médical vérifié. Il a ajouté que la vérification des références de M. Lamson avait été effectuée en consultant l'annuaire médical. D'autres preuves ont été apportées par M. William Stevenson, qui avait rencontré l'accusé en 1879. M. Stevenson a témoigné qu'à la fin de 1880, M. Lamson rencontrait des difficultés financières et avait dû quitter sa propriété en 1881. M. Stevenson a déclaré qu'il l'avait présenté à M. McEwen Brown, qui a acheté ses meubles et l'a aidé à régler ses dettes. M. Stevenson a affirmé que M. Lamson lui devait plus de 100 livres en partant pour l'Amérique, et pensait ne jamais le revoir. Jamais. Mais en octobre 1881, il a reçu une lettre de M. Lamson disant qu'il serait en mesure de lui rembourser son argent, mais qu'il avait besoin de ses instruments chirurgicaux, d'une couverture de voyage et de 5 livres que M. Stevenson a déclaré devant le tribunal avoir fourni. M. Stevenson a déclaré ne pas avoir eu de nouvelles du gentleman et a découvert plus tard que les instruments et la couverture avaient été déposés chez un prêteur sur gage à Londres. Monsieur Edward Weiss Rebeck, l'agent immobilier de la propriété où Monsieur Lamson avait vécu, a confirmé que le docteur avait payé le loyer jusqu'à Noël 1880, mais n'avait pas payé après cette date. Il a ajouté que malgré la vente des meubles du gentleman, il avait encore d'importantes dettes envers le propriétaire. Un autre témoin était Monsieur Myrick Heath, un caissier de la Wilson Dorset Banking Company. Il a témoigné que le docteur Lamson avait ouvert un compte à la banque en novembre 1880, mais qu'il avait dû être fermé en janvier 1881 en raison d'un solde négatif. Monsieur Heath a déclaré qu'il avait envoyé une lettre à Monsieur Lamson le 20 janvier 1881, l'informant qu'aucun autre chèque ne serait honoré tant que le compte ne serait pas redevenu créditeur. Monsieur Heath a dit n'avoir reçu aucune réponse à la lettre. Le procès s'est terminé le 14 mars lorsque le juge a résumé l'affaire. Il a dit au jury qu'il ne s'agissait pas d'une affaire impliquant des questions juridiques compliquées qui pourraient que les embrouiller. Le jury devait se poser 2 questions. Le garçon est-il mort des effets du poison? Et si oui, est-ce le prévenu qui le lui a administré? S'il pensait que M. Lamson avait donné le poison, il serait alors impossible de nier qu'il s'agissait d'un cas évident de meurtre délibéré. Le juge a demandé au jury d'examiner honnêtement les faits et de décider uniquement selon les preuves. S'ils estimaient que l'accusation n'avait pas établi l'accusation, par souci d'équité et de justice, ils devaient déclarer l'accusé non coupable. Il leur a conseillé sincèrement de mettre de côté toute sympathie qu'ils pourraient ressentir pour le jeune homme qui était mort d'une manière aussi triste et tragique. Mais de la même manière, ils devaient aussi mettre de côté toute sympathie pour M. Lamson ou pour sa famille et ses proches, qu'il pourrait laisser derrière lui. Leur devoir était solennel. Ils devaient à leur conscience et à la justice de ne décider que ce qu'ils croyaient être la vérité. Le jury a délibéré pendant seulement 35 minutes avant de revenir annoncer qu'il déclarait l'accusé coupable du meurtre de Percy Malcolm John. Le juge a alors condamné le docteur George Henry Lamson à mort. Cependant, après le verdict de culpabilité, la défense de M. Lamson, menée par M. Montague Williams, a fait un dernier appel à la clémence pour cause d'aliénation mentale. Il a soutenu que la dépendance de longue date de son client à la morphine, combinée à une possible prédisposition héréditaire à la maladie mentale, avait obscurci son jugement et contribué au crime. Comme M. Lamson était citoyen américain, l'affaire avait attiré l'attention internationale. Dans une intervention diplomatique rare, le président des États-Unis, M. Chester Arthur, a officiellement demandé un report de l'exécution afin de permettre la présentation de preuves de maladie mentale au sein de la famille de M. Lamson. Les autorités britanniques ont accordé un délai supplémentaire et transmis des justificatifs pour demander la commutation de la peine. Après examen par le ministère de l'Intérieur, ces documents ont été jugés insuffisants pour justifier un sursis à l'exécution. Aucune raison médicale convaincante n'a permis d'écarter le verdict du tribunal. Le matin du 28 avril 1882, M. George Henry Lamson a été exécuté par pendaison à la prison de Wandsworth. Pour le 4e cas, nous nous rendons au début du XXe siècle aux États-Unis. Hazel Galbraith est né en 1871 à Mount Morris, un charmant village de l'ouest de l'État de New York, situé près de la rivière Genesee
et juste au sud du pittoresque parc d'État de Letchworth. Cependant, alors qu'il était encore un jeune enfant, il a été emmené vivre à Fort Collins, une ville située dans le nord du Colorado, à environ 105 km au nord de Denver, près des contreforts des montagnes Rocheuses et proche de la frontière entre le Colorado et le Wyoming. Hazel s'est bien débrouillé là-bas, allant à l'école, étudiant assidûment et obtenant de bonnes notes. Au cours de ses études, il a rencontré Jennifer Spencer Lamb, une jeune femme du même âge que lui, née le 5 octobre 1871 dans le Nebraska. Elle était la plus jeune enfant du révérend E. G. Lamb et de son épouse Jane. Jennifer avait déménagé à Fort Collins avec sa famille en 1874. Hazel et Jennifer ont finalement commencé à se fréquenter et, en 1892, alors qu'ils avaient tous les deux 21 ans, ils se sont mariés. 4 ans plus tard, le 3 décembre 1895, Jennifer donna naissance à leur fils, qu'ils appelèrent Hazel Donald, mais qu'ils appelèrent toujours Donald. La vie était belle pour la famille. Hazel avait un emploi stable et Jennifer était une épouse et une mère dévouée. Cependant, en 1899, Hazel se vit offrir une promotion qui exigeait que la famille déménage à Russell Gulch, une ville minière du comté de Gilpin, au Colorado. Désireux de faire avancer sa carrière et d'améliorer leur situation financière, il accepta. Le jeune couple décida de saisir l'opportunité. Ils emballèrent leurs affaires et déménagèrent à Russell Gulch, prêts à s'installer dans leur nouvelle maison et à profiter de tout ce que la ville minière avait à offrir. Durant les 5 années suivantes, Hazel travailla dur et fut considéré comme un employé fiable. À tel point qu'il a été promu à un poste plus élevé. Sa capacité à s'exprimer avec éloquence faisait de lui une personne remarquable, à une époque où de telles qualités étaient très appréciées dans les milieux professionnels. Il a réussi à se frayer un chemin dans les hiérarchies sociales et professionnelles du début du XXe siècle avec une incroyable aisance, ce qui a encore davantage propulsé ses ambitions. En raison de son travail, il devait régulièrement se rendre à Denver. Bien que Denver ne soit qu'à environ 65 km de Russell Gulch, il devait souvent y rester quelques jours. C'est lors de l'une de ses visites qu'il a rencontré une femme nommée Madame Lottie Russell, une divorcée qui vivait au 18 1822 avenue. Ils ont commencé à se voir chaque fois qu'Hazel se rendait à Denver et leur relation est vite devenue intime. Bien qu'il ait une femme et un jeune fils à la maison, Hazel rendait visite à Madame Russell aussi souvent que possible. Cependant, il n'était pas sans remords et, pour tenter d'étouffer ses sentiments de culpabilité, il s'est mis à boire. Il semblait épris de Madame Russell. Il lui achetait des cadeaux et l'a emmené 2 fois à Buffalo, voyageant en train-couchette et séjournant dans un hôtel haut de gamme. Mais plus il s'enfonçait dans cette relation immorale, plus il buvait. À ce stade, les dépenses d'Hazel dépassaient ses revenus. Il avait besoin d'obtenir de l'argent, alors, sans vraiment réfléchir, il a commencé à encaisser des chèques de son employeur, Monsieur A. G. Richards, qui possédait la mine Topeka à Russell Gulch. Cette activité frauduleuse a continué pendant plusieurs semaines, avant que Monsieur Richard ne découvre ce qui se passait. En découvrant ce qu'Hazel avait fait, Monsieur Richard l'a brusquement renvoyé. Cependant, à l'insu de Monsieur Richard, Hazel avait réussi à voler quelques chèques en blanc. Il avait donc toujours les moyens de poursuivre ses activités frauduleuses. Au lieu de dire à sa femme qu'il avait perdu son emploi, il a choisi de faire semblant d'être toujours employé à la mine. Il a décidé de faire cela jusqu'à ce qu'il trouve un autre poste ou réfléchisse à ce qu'il devait faire ensuite. Il continuait à boire et avait maintenant commencé à jouer. Malgré les nombreuses difficultés personnelles auxquelles il faisait face, y compris la pression financière et le stress croissant, Hazel essayait de donner l'impression que tout allait bien, même si la situation commençait à le dépasser. Le matin du mercredi 9 mars 1904, lui et sa femme Jennifer étaient allongés dans leur lit en train de discuter de leur projet d'avenir. Jennifer n'était toujours pas au courant du récent licenciement de son mari, ni de la tension qui le bouleversait profondément, envahissant ses pensées et sapant sa stabilité émotionnelle. Bien qu'elle ait remarqué qu'il semblait récemment un peu plus renfermé, elle ignorait la tourmente qui le poussait vers un comportement de plus en plus désespéré et inquiétant. Alors qu'Hazel continuait à parler, il essayait subtilement de la distraire. Au moment où elle se détourna, il ouvrit le tiroir de sa table de chevet, sortit un pistolet et tira une balle dans la tête de sa femme alors que son corps s'effondrait en arrière. Il la regarda, s'assurant qu'elle était morte. Il plaça ensuite soigneusement son corps sur le lit, la recouvrant d'un drap pour donner l'impression qu'elle dormait. Il sortit ensuite et appela son fils de 8 ans, qui jouait avec d'autres enfants à proximité. Donald était un enfant obéissant et rentra immédiatement à la maison. Hazel lui dit de s'asseoir entre lui et sa mère sur le lit en disant qu'il devait discuter de certaines choses avec lui. Alors que Donald obéissait à son père, Hazel montra la fenêtre et,
Tandis que le garçon regardait, il lui tira une balle dans la tête. Avec sa femme et son fils maintenant morts, il arrangea méthodiquement leur corps. Il croisa leurs bras sur leur poitrine et croisa leurs jambes et leurs chevilles, s'assurant qu'ils avaient l'air sereins et paisibles. Après cela, il ramassa calmement les douilles usagées sur le lit et les mit dans ses poches. Il s'habilla ensuite avant de chercher tout le whisky dans la maison et, une fois trouvé, il le but entièrement. Il parcourut ensuite la courte distance jusqu'à Idaho Springs, où il passa les jours suivants à boire, avant de se rendre à Denver le 14 mars. À son arrivée à Denver, il se rendit directement à l'hôtel Brown Palace et continua à boire. Alors que ses ressources financières s'amenuisaient, il eut désespérément besoin d'argent liquide. Dans un moment de dure réalité, il décida de mettre en gage l'alliance de sa femme, qu'il avait retirée de son doigt après avoir commis son crime le plus horrible. Après avoir encore bu, il envoya un mot à Lottie Russell, lui demandant d'aller chercher une calèche et de venir le récupérer dans un saloon. Elle fit ce qu'il avait demandé et, après avoir roulé un moment pour essayer de le dégriser, elle et le cocher l'aidèrent à entrer dans la maison. Pendant qu'il faisait cela, il dit « Si vous saviez ce que j'ai fait, vous ne m'auriez pas laissé entrer chez vous. » Cependant, Madame Russell ne prêta aucune attention à ses propos, pensant qu'il ne s'agissait que des divagations d'un ivrogne. Madame Russell avait un frère nommé Ernest Williams, et, depuis qu'elle avait commencé sa relation avec Hazel, lui et Ernest étaient devenus de grands amis, à tel point que lorsqu'Ernest le vit dans un état aussi pitoyable, il n'hésita pas à lui prêter de l'argent. En échange, Ernest reçut une petite part de la vente des biens ménagers d'Hazel. Hazel lui assura que, puisqu'il était séparé de sa femme, aucun d'eux n'avait plus l'utilité de ces objets. Ernest était impatient d'obtenir ces objets. Alors, le soir du 1er avril, il accompagna Hazel chez lui pour les récupérer. Hazel insista pour qu'ils accomplissent la tâche tard dans la nuit, car il affirmait que si quelqu'un les voyait sortir les meubles, cela pourrait attirer l'attention d'autres créanciers qui pourraient lui causer des ennuis. La maison était étrangement silencieuse. C'était comme si quelqu'un était parti précipitamment sans rien ranger. Elle était petite et, alors qu'Ernest regardait les meubles qu'il pourrait emporter, Hazel lui dit qu'il ne devait pas entrer dans les chambres, car ces meubles étaient réservés à un autre créancier et ne pouvaient pas être touchés. Bien qu'Ernest ait trouvé cela un peu étrange, il ne posa pas de questions. Il ignorait que la véritable raison était bien plus sombre et sinistre qu'il ne l'imaginait. Le 8 avril, les détectives de Denver ont interpellé Hazel. Ils se sont approchés de lui avec un mandat, prêt à l'arrêter pour vol au détriment de son ancien employeur. Sa tentative d'échapper aux conséquences de ses actes avait finalement pris fin. Le lendemain, après avoir appris qu'Hazel avait été arrêté, Madame Samantha Hughes, dont le mari possédait la propriété où il avait vécu avec sa femme et son fils, se rendit à la maison. Le loyer n'avait pas été payé et elle n'avait pas vu Madame Galbraith ni son petit garçon depuis plusieurs semaines. Elle frappa à la porte, mais il n'y eut pas de réponse. Après avoir attendu quelques instants, elle utilisa sa propre clé pour entrer. En regardant autour d'elle, il devint évident que personne n'y vivait. La plupart des meubles avaient disparu et le silence était inquiétant. Madame Hughes sentit que quelque chose n'allait pas, mais lorsqu'elle entra dans la chambre, elle fut confrontée à une scène macabre et tragique. Les corps de Madame Jennifer Galbraith et de son fils gisaient sans vie sur le lit. Le temps n'avait rien fait pour atténuer l'horreur de leur mort. La découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté. Cette révélation a non seulement confirmé la nature odieuse des crimes, mais elle a aussi renforcé le sentiment de trahison et d'incrédulité parmi ceux qui connaissaient la famille. Les gens se demandaient comment Madame Galbraith et son fils avaient pu rester morts dans la maison aussi longtemps sans que personne ne s'inquiète de leur absence. Cependant, il a été confirmé qu'Hazel avait dit à toute personne qui s'était renseignée que sa femme et son enfant étaient partis passer quelque temps à Boston. Cette explication semblait plausible et avait été efficace pour détourner les soupçons, ce qui a permis de garder la véritable nature de leur absence cachée jusqu'à la macabre découverte. Une fois qu'Hazel fut informé par le chef de la police Armstrong et le capitaine de police Connor que les corps de sa femme et de son fils avaient été découverts, il fit des aveux complets, un cigare à la main et parfois en souriant. Sans hésitation, il raconta les détails horribles. Il a dit qu'il avait d'abord tiré sur sa femme, puis sur son petit garçon. Il a expliqué que sa relation avec Madame Russell l'avait mené sur une voie destructrice. Après avoir perdu son emploi, il s'était mis à boire, et le fait de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille l'avait laissé profondément honteux et embarrassé.
Cherchant maladroitement à épargner à sa femme et son enfant la honte qu'il jugeait inévitable, il les a tués. Il a aussi déclaré avoir voulu se suicider. Sans y parvenir, dans les poches de sa veste, la police a trouvé une lettre de suicide et des balles identiques à celles utilisées pour les meurtres de Jennifer et Donald. La police s'est toutefois demandé si sa véritable motivation n'était pas son désir d'être avec Madame Russell. Hazel a été transféré à la Central City Jail où il serait détenu jusqu'à son procès. Quand la nouvelle de son crime odieux contre une femme et un enfant s'est répandue, la communauté a été indignée. La colère du public s'est intensifiée et il y avait une demande croissante de justice expéditive pour assurer sa sécurité et maintenir l'ordre. 20 agents armés ont été déployés pour encercler la prison. Cet important dispositif de sécurité était nécessaire pour empêcher une foule en colère de faire justice elle-même et d'exécuter l'homme détenu. Les autorités étaient déterminées à ce que la justice soit rendue par les voies appropriées, malgré le désir de la communauté d'obtenir une vengeance immédiate. Le shérif Cross s'est rendu à Denver pour rencontrer la sœur d'Hazel Galbraith. Ayant lu dans les journaux la mort de sa belle-sœur et de son neveu, elle informa le shérif qu'elle avait $600 à la disposition de son frère s'il en avait besoin. Elle faisait partie des rares personnes prêtes à l'aider. Le 15 avril, il y eut une audience préliminaire. Et, une fois de plus, une foule en colère s'est rassemblée devant le tribunal pour réclamer une justice expéditive. Lorsque le substitut du procureur a demandé à M. Galbraith comment il plaidait, Hazel a répondu « À ma connaissance, je suis coupable ». Il a de nouveau été placé en détention provisoire à la prison du comté et renvoyé devant la session de juin du tribunal de district. Le procès a commencé le 15 juin dans un climat de grande attente. Le premier jour, la salle d'audience était bondée de spectateurs, dont beaucoup étaient venus spécialement pour apercevoir Madame Lottie Russell, un témoin clé de l'accusation. Cependant, la procédure s'est avérée décevante pour ceux qui s'attendaient à une longue bataille judiciaire. Le procès s'est conclu en seulement 2 jours, la défense attendue pour folie d'Hazel Galbraith n'ayant pas eu lieu. Après avoir présenté seulement quelques témoins, la défense a rapidement clos sa défense. Après moins d'1 heure de délibération, le jury est revenu avec un verdict, déclarant l'accusé coupable de meurtre au premier degré. L'accusé a ensuite de nouveau été emmené dans l'attente du prononcé de sa peine. Le 7 juillet, il est revenu au tribunal. Là, le juge a annoncé qu'Hazel Galbraith serait pendu pour ses crimes, et la date d'exécution a été fixée au 16 octobre et aurait lieu à la Colorado State Prison de Cannon City. Cela marqua le début du dernier chapitre d'une affaire qui avait captivé la communauté et attiré l'attention générale, non seulement au Colorado, mais dans tout le pays. Hazel accepta sa punition. C'était comme s'il était soulagé que la tension du procès et toute l'attention du public soit enfin terminée, et que tout ce qu'il lui restait à faire était d'attendre en prison. Cependant, 2 jours avant son exécution prévue, le gouverneur Adams lui accorda un sursis. Au cours des 6 mois suivants, d'autres sursis furent accordés alors que l'État réexaminait ses lois sur la peine capitale. Il n'y avait pas eu d'exécution au Colorado depuis 8 ans, donc avant d'envoyer M. Galbraith à la potence, le cadre juridique qui régissait la peine capitale dans l'État a été réexaminé. Suite à cela, la date d'exécution finale d'Hazel a été fixée à 20h le 6 mars 1905. Lorsque le jour arriva, Hazel était prêt. On disait qu'il semblait trouver un certain réconfort à l'idée de payer enfin pour son crime le plus odieux. Il s'habilla d'un nouveau costume noir, accompagné d'une chemise blanche impeccable et d'une cravate noire, un contraste frappant avec la gravité de l'occasion. Il fut ensuite escorté de sa cellule jusqu'à la potence. Alors qu'on lisait son mandat d'exécution, on lui proposa un verre de whisky pour calmer ses nerfs. Cependant, il refusa, disant d'une voix douce « Plus jamais ça pour moi. C'est ce qui m'a mené là où je suis. » Lorsqu'on lui demanda s'il avait quelque chose à dire, il s'adressa à l'Assemblée avec une déclaration posée et réfléchie. « Je quitte cette terre sans aucune rancune envers qui que ce soit. Personne n'est responsable, sauf moi-même. » Ces paroles, marquées par un grand sens des responsabilités, impressionnèrent tous ceux qui les entendirent. Après ces dernières déclarations, Hazel Galbraith fut pendue, mettant fin à une vie marquée par une déchéance profonde et tragique. L'affaire n'avait pas seulement touché les personnes directement impliquées, mais avait également profondément résonné au sein de la communauté et marqué la fin d'une période de forte remise en question des lois sur la peine capitale de l'État. Hazel fut inhumé à Woodpecker Hill, une section du cimetière Greenwood Pioneer réservée aux prisonniers.
Sa femme et son fils furent enterrés au cimetière Grand View à Fort Collins, dans le Colorado. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.